Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un vrai monument de la finance personnelle, L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. Un livre qui a presque 100 ans, et pourtant, il est toujours d'une actualité incroyable. C'est ça qui est fou. Ce n'est pas un guide technique, C'est une série de paraboles, de petites histoires qui se passent dans l'ancienne Babylone. L'idée, c'est d'enseigner des leçons financières avec une simplicité presque déconcertante. Et c'est tout le paradoxe. Les principes sont ultra simples, épargner, investir prudemment. On les connaît tous, on les a entendus 1000 fois. Oui, mais alors pourquoi? Si c'est si simple, est-ce que c'est si difficile à appliquer dans notre monde? C'est la question. Voilà, c'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va utiliser ces contes anciens pour comprendre les pièges modernes qui nous empêchent d'avancer. Alors, pour commencer, direction les rues de Babylone. Le livre nous présente tout de suite deux personnages. Il y a Bansir, qui est fabricant de chars, et Kobi, un musicien. D'accord. Ils vivent dans la ville la plus riche du monde, ils sont entourés de luxe, ils sont excellents dans leur boulot, mais leurs bourses sont vides. Toujours vide. Ils travaillent sans arrêt, mais ils ne s'en sortent pas. C'est une situation que beaucoup de gens peuvent reconnaître aujourd'hui. Ce sentiment de faire du surplace, de travailler juste pour payer les factures. Il y a une phrase de Bansir qui m'a vraiment marqué. Oui. Il dit « Devant nous s'étale la richesse, mais de cette richesse nous n'avons rien ». C'est terrible comme sentiment. C'est une frustration énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, ils ont un déclic. Exactement. Ils arrêtent de se plaindre. Oui, ils commencent à analyser. Ils se disent « Attends, on a appris à construire des chars, on a appris à faire de la musique parce qu'on y a mis du temps, de l'énergie. Mais on n'a jamais cherché à apprendre comment devenir riche. Voilà, on a attendu que ça tombe du ciel. C'est un changement de mentalité radical. C'est le passage de la passivité à l'action. Au lieu de se dire « je n'ai pas de chance », ils se disent « il me manque une connaissance ». Et c'est là qu'ils prennent la décision d'aller voir Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, pour lui demander conseil. C'est la première étape en fait, admettre qu'on ne sait pas et chercher de l'aide. Ce changement de posture est fondamental. Il cesse de voir la richesse comme une sorte de destin, de hasard, et il commence à la voir comme une compétence qui s'apprend. Et ça nous amène donc à Arkad. Quand ses amis vont le voir, ils ont un peu la même idée en tête. Ils lui demandent en gros « Pourquoi toi et pas nous? T'as eu plus de chance ?» Et sa réponse, elle est assez directe. Ah oui, il déconstruit ce mythe tout de suite. Il leur dit qu'il n'est ni plus intelligent, ni plus travailleur qu'eux. Il a juste appris et appliqué des règles. Il dit même que la fortune qui arrive trop vite, comme à la loterie, c'est souvent une malédiction. Parce que la personne n'a pas la sagesse pour la gérer. Et l'argent disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Attends, donc il n'est pas né riche, justement. Comment un type normal est devenu l'homme le plus riche de Babylone? C'est ça le cœur du truc. Non, pas du tout. Il vient d'une famille modeste. Il a commencé comme scribe. Scribe. Oui, il gravait des tablettes d'argile du matin au soir pour un salaire de misère. Et comme tout le monde, chaque pièce qu'il gagnait était aussitôt dépensée. Sa bourse était aussi vide que celle des autres. D'accord, donc quel a été le point de bascule pour lui? Une rencontre. Un prêteur d'argent très riche, un certain Algamish, qui lui commande un travail hyper urgent. Ah oui. Il doit graver une loi sur une tablette en 2 jours. Arkad n'y arrive pas, il travaille toute la nuit. Et quand Algamish arrive le matin, furieux, Arkad lui fait une proposition, un peu audacieuse. J'adore ce passage. Il lui dit, en gros, « Algamish, tu es très riche, dis-moi comment faire pour le devenir aussi, et en échange, je grave toute la nuit et ta tablette sera prête demain matin. » Et Algamish, amusé, accepte. Et c'est là qu'il lui donne le secret, la phrase qui est la clé de tout le livre. Vas-y. J'ai trouvé la voie de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. Une partie de tout ce que je gagne doit m'appartenir. C'est tout bête, mais c'est une révolution mentale. Complètement. Parce qu'on pense qu'on travaille pour payer le loyer, les courses, le cordonnier. On paie tout le monde, sauf soi-même. Exactement. Se payer en premier. C'est ça l'idée, avant n'importe quelle autre dépense. La règle concrète qu'il lui donne, c'est de mettre de côté au moins 1/10 de ses revenus. 1/10? Pour 10 pièces qui entrent dans ta bourse, n'en dépense que 9. Et cette première pièce que tu gardes, dit-il, c'est la graine. La graine à partir de laquelle l'arbre de ta fortune va pouvoir pousser. Ok, donc il a la première pièce du puzzle, mettre de l'argent de côté. Mais bon, on le sait, épargner ça ne suffit pas. L'étape d'après, c'est de faire travailler cet argent. Et là, la première tentative d'Arkad
c'est un désastre. Un désastre total. 1 an plus tard, Algamish revient et lui demande ce qu'il a fait de ses économies. Et Arkad, tout fier, lui explique qu'il a tout donné à Azmour, le fabricant de briques. Le fabricant de briques. Oui, l'idée, c'était qu'Azmour aille acheter des bijoux à l'étranger pour les revendre avec un gros profit. Ça semble être une bonne idée, non ? Sur le papier, oui. Sauf qu'il perd tout. Et la leçon d'Algamish est brutale. Il lui dit « Interrogeras-tu le boulanger au sujet des étoiles ?» En gros, pourquoi tu as fait confiance à un maçon pour un business de bijoux ? C'est ça. Et là, on touche à un piège psychologique très actuel. On suit les conseils de gens qu'on aime bien ou qui ont l'air sûrs d'eux, mais on ne vérifie pas leurs compétences réelles. C'est le conseil de l'ami sympa qui n'y connaît rien, en fait. Voilà. La leçon, c'est elle demande conseil à des vrais experts. C'est une bonne claque, mais Arkad ne se décourage pas. Il recommence à zéro. Il épargne son 10e. 1 an plus tard, il a fait un choix plus intelligent. Oui, il a prêté son argent à un fabricant de boucliers pour qu'il achète du bronze. Et cette fois, ça marche. Il touche des intérêts. On se dit « Ah, ça y est, il a compris ». Mais non, pas tout à fait. Il fait une 2e erreur, plus subtile. Avec les intérêts qu'il gagne, il se fait plaisir. Ah, Il s'achète de beaux habits, il fait des festins. Il mange les enfants de ses économies, comme le dit joliment le livre. C'est une super image. C'est la tentation de profiter tout de suite des premiers gains, au lieu de les laisser grandir. C'est exactement ça. Algamish lui explique que ses économies, ce sont ses travailleurs. Et les intérêts que ces travailleurs génèrent, ce sont leurs enfants. Pour construire une fortune, il faut que les enfants travaillent aussi. Et fassent d'autres enfants. Voilà, c'est une métaphore parfaite pour les intérêts composés. Il faut réinvestir les gains pour créer un effet boule de neige. Donc, c'est seulement après avoir compris ces 2 leçons, consulter les experts et réinvestir les gains, qu'il se met sur la bonne voie. Sa formation, elle repose en fait sur 3 piliers. C'est ça. Pilier 1, vivre avec moins que ce que l'on gagne, la règle du 10e. Pilier 2, demander conseil à des gens compétents. Et pilier 3, faire travailler son argent pour qu'il se multiplie. C'est la maîtrise de ce trio qui le rend riche. Son succès devient tel que le roi Sargon le convoque. La situation à Babylone est mauvaise. L'argent est concentré chez quelques personnes, le peuple est pauvre. Et le roi lui demande une mission. Une mission d'intérêt public ? Enseigner sa méthode à tout le monde. Et Arkad crée ce qu'il appelle les 7 moyens de remplir une bourse vide. C'est sa masterclass, en quelque sorte. Oui, et il le structure comme une checklist, un algorithme simple que n'importe qui peut suivre. C'est assez brillant. Le premier, sans surprise, commencez à garnir votre bourse, donc les 10%. Le deuxième, contrôlez vos dépenses. Là, il parle de budget, de faire la différence entre les besoins et les désirs. Un classique. Ensuite, faites fructifier votre or et protégez vos trésors de la perte. Ce sont les 2 phases de l'investissement. Cherchez le rendement, mais toujours avec la sécurité du capital en priorité. Il met en garde contre les promesses de gains irréalistes. Les arnaques de l'époque, quoi. Exactement. Le 5e est intéressant. Faites de votre propriété un investissement rentable. Il encourage les gens à acheter leur maison pour ne plus payer de loyer. C'est un conseil qu'on entend encore beaucoup. Et les 2 derniers regardent vers l'avenir. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. C'est la planification de la retraite avant l'heure. Et le dernier, augmentez votre habileté à acquérir des biens. C'est peut-être le plus moderne de tous. C'est la version antique de développe tes compétences, crée-toi un revenu supplémentaire. Il dit que ton plus grand atout, c'est ta propre capacité à gagner de l'argent. Le principe ne change pas. Mais il y a une autre histoire, celle du fils d'Arkad, Nomazir, qui va encore plus loin. Elle pose la question de la transmission. Comment on s'assure que les enfants ne vont pas tout gâcher ? Ah oui, Arkad le met à l'épreuve. Il lui donne 2 héritages. Un sac d'or, le capital, Et une tablette d'argile gravée avec les 5 lois de l'or. Ça, c'est la connaissance. Et il l'envoie se débrouiller seul. et évidemment, le jeune Nomazir un peu arrogant fait n'importe quoi avec l'or. Ben oui, il le perd dans des paris sur des courses de chevaux, puis dans une association commerciale foireuse. Il finit esclave, au fond du trou. C'est seulement à ce moment-là qu'il se souvient de la tablette, le 2e héritage. Il la lit, il la relit, et il commence à appliquer ces fameuses 5 lois. Et en appliquant ces règles, il arrive non seulement à refaire sa fortune, mais à la multiplier. La conclusion de cette histoire, c'est vraiment le message central du livre. Quand il revient voir son père, il lui dit que la sagesse sur la tablette avait bien plus de valeur que le sac d'or. Exactement. Sans la sagesse, l'or est vite perdu.
Mais avec la sagesse, on peut toujours recréer de l'or. Le véritable héritage, c'est l'éducation financière, pas l'argent lui-même. C'est une idée très forte. Mais il reste une grande question que le livre aborde. La part de la chance dans tout ça. La fameuse déesse chance. Oui, la discussion au temple de la connaissance. Un type raconte qu'il a trouvé une bourse pleine d'or et se demande comment attirer la chance. Et la première conclusion, c'est de laisser tomber les jeux de hasard. Et oui, ça, c'est vite évacué. Arcade explique que mathématiquement, c'est conçu pour que le propriétaire gagne toujours à la fin. Donc chercher la chance là-dedans, c'est une illusion. La discussion s'oriente alors vers autre chose. Et si la chance, c'était simplement une occasion qu'on a su saisir, la temporisation. Le livre dit que c'est le pire ennemi du succès. La conclusion, c'est que la chance n'est pas un événement aléatoire, c'est une opportunité qui se présente à ceux qui sont prêts. Et être prêt, ça veut dire deux choses. Premièrement, avoir de l'argent de côté pour pouvoir investir. Et deuxièmement, avoir la sagesse de reconnaître une bonne occasion et le courage d'agir vite. Comme le dit Arcade, l'occasion est une arrogante déesse qui ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas prêts. La chance, c'est donc le résultat de la préparation. C'est une compétence, pas un miracle. Encore une fois. Bon, alors, si on résume, que faut-il retenir de cette sagesse de Babylone ? Finalement, ça se ramène à une poignée de principes, presque. Trop simple. La discipline d'épargner. La prudence de chercher de bons conseils. Et la diligence de faire travailler son argent sans cesse. C'est la recette. Et elle est simple à comprendre. Ce qui nous ramène à notre question du début. Si c'est si simple, pourquoi c'est si difficile ? Et je pense que la réponse est dans le livre. Le défi n'est pas intellectuel, c'est un défi de caractère. La patience, la discipline, la maîtrise de soi. Face à la tentation de la dépense immédiate ou du gain rapide, c'est exactement ça. Et pour une dernière pensée, le livre utilise tout le temps cette métaphore de l'arbre qui pousse à partir d'une graine. La richesse, c'est un processus lent, organique. Ça demande du temps. Énormément de temps. Dans notre monde qui veut tout de suite, le plus grand défi n'est peut-être pas d'apprendre ces règles. C'est de cultiver la patience pour les laisser porter leurs fruits sur toute une vie. La vraie question que pose ce livre, ce n'est pas comment devenir riche, nanana, mais plutôt, a-t-on la force de caractère pour le devenir lentement ?